Marseille est la deuxième ville de France et la plus ancienne. Une ville débordante de joie de vivre et de créativité pour certains, enlisée dans les problèmes sociaux pour d'autres. Une métropole qui se renouvelle en permanence. La mer est son atelier. Marie Détré-Ourière fait partie du corps le plus pacifique de l'armée française. Ses instruments de combat, un pinceau et de l'encre de Chine. La mer et l'amour, oui. D'ailleurs, c'est très proche. Oui, moi je pense que c'est vraiment de l'ordre de la passion. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'en vieillissant, ça ne va que s'amplifiant. Donc je ne sais pas ce que ça va être dans 40 ans. Je vivrai peut-être sur l'eau. Depuis 1830, la Marine nationale s'est attachée à un corps de peintres officiel. Les femmes y sont encore très minoritaires. C'était vraiment le coup de foudre avec ces gens-là, parce que ce sont des militaires, mais ce sont d'abord des marins. Et je me suis vraiment retrouvée dans un univers qui me plaisait énormément, avec un grand sens de l'accueil. Beaucoup de ses œuvres sont peintes en mer, sur fond de roulis. C'est un petit peu difficile de peindre quand il y a des vagues comme ça, mais c'est un très bon exercice parce que ça oblige à aller beaucoup plus vite, à se concentrer, et c'est pareil, la lumière change énormément. Et c'est l'avantage, je trouve, de la peinture sur le motif. On est complètement immergé dans ce que l'on fait. Et les vagues, c'est rien du tout. Et puis pour un peintre de la marine, c'est quand même le minimum de pouvoir s'adapter à la mer. Marseille a été fondée il y a 2600 ans par des navigateurs grecs. Ceux qui ont façonné le caractère de la ville sont souvent arrivés par la mer. Découvrir Marseille par la mer, c'est magnifique. On a une très belle ville et puis qui tombe dans la mer en fait, je trouve. Il y a une espèce de... Puis on est bien sûr accroché par Notre-Dame de la Garde, qui est telle une sentinelle comme ça au-dessus de la ville. Il y a un petit peu comme un phare aussi, je trouve. Marseille est en perpétuelle croissance. Sa population actuelle s'élève à plus de 850 000 habitants. La cité phocéenne a récemment fait l'objet d'une grande rénovation urbaine, mais la circulation y est toujours aussi anarchique. Georgiana Viu est chef cuisinier. De bon matin, elle brave le trafic du centre-ville pour faire les courses pour son restaurant et ses ateliers culinaires. Sur le Vieux-Port, elle trouve tous les ingrédients nécessaires pour préparer une bouillabaisse, la recette phare de Marseille. C'est la galinette, c'est la vive? Non. Ça, c'est des petits chapons. Donc en fait, on va retrouver le gros dans la soupe après en filet aussi. D'accord? Ça c'est la petite baudroie, la petite lotte. C'est un des poissons les plus vilains du monde. Mais c'est bon. Et c'est la galinette. C'est des poissons typiquement d'ici. Ça peut être plus gros encore. Ça, c'est le petit modèle. Et la vive... Ça, c'est la vive. Attention, lui, il pique. Hein. Donc il faut faire attention. Après, vous avez le bœuf. Comment? La rascasse blanche. Ah, c'était pas de la lotte, la rascasse blanche. Mais elle est pas belle non plus. Georgiana a grandi au Bénin et a vécu à Paris. À Marseille, elle a redécouvert la gastronomie méditerranéenne. La bouillabaisse, c'est vraiment le goût de Marseille, c'est le goût de la mer Méditerranée même. Je suis pas sûre qu'avec les poissons de Bretagne, on fasse la même.
Georgiana a travaillé de nombreuses années dans le marketing avant de se découvrir une passion pour la cuisine. Elle s'est formée sur le tas et ne suit jamais les recettes à la lettre. Alors la bouillabaisse, il y en a qui mettent de la tomate, il y en a qui mettent pas de tomate, il y en a qui mettent du concentré, il y en a qui mettent pas de concentré. Moi je fais freestyle. L'avantage c'est que moi je suis libre dans ma tête, j'ai rien appris, donc je fais vraiment comme me dit mon cœur. Voilà. Donc peut-être que des fois ça n'a pas toujours le même goût, mais au moins ma seule obligation c'est qu'il faut que ce soit bon. Voilà. C'est des fleurs de courgettes. Bah, c'était pas prévu, mais des fois quand je vais au marché comme ça, si je vois des choses qui me plaisent, en fait, je les prends. C'est comme ça, je peux pas résister en fait. Pour faire ses courses, Georgiana traverse tous les jours le centre-ville rénové. Le Marseille authentique se dévoile plutôt au détour des petites rues. Dans cette ville portuaire se côtoient plus de 100 nationalités différentes. Au fil des siècles, les immigrants ont apporté leur propre spécialité culinaire. Voilà, super. La cardamome. Est-ce que vous avez un peu de gingembre? Oui. Non. Entier frais. Le poivre long, par exemple, moi je l'utilise par exemple râpé sur une salade de fraises. Ça apporte quelque chose, c'est bien. Ouais, voilà. Voilà, ici on est un peu comme un carrefour en fait, mais un carrefour des épices finalement. Parce qu'on a presque, oui, on a presque tous les continents qui sont représentés ici. Je pense que qui que ce soit qui cherche une épice de son pays, eh ben, en venant ici, il peut quand même le trouver. Au Bénin, par exemple, on utilise pas mal de poivre en grains, mais des petits grains de poivre. Et vraiment, quand je ferme les yeux, je suis au Bénin. C'est vrai? À la fois traditionnelle et moderne, Marseille est une ville en pleine mutation. De spectaculaires édifices modernes accueillent aujourd'hui les visiteurs du plus ancien quartier de la ville, le Vieux-Port. Un mélange qui inspire notre peintre de la marine. Marseille a changé, elle offre un nouveau visage, d'ailleurs qui est un petit peu à l'image du miroir qui a été disposé sur le port. J'ai l'impression qu'il est en train de s'ouvrir encore plus sur la mer d'ailleurs. Depuis qu'il a été réhabilité, le quartier historique du Panier ne souffre plus de sa mauvaise réputation. Si invraisemblable que cela puisse paraître, la bouillabaisse était autrefois le plat du pauvre. Aujourd'hui, c'est un mets de luxe qui se déguste au restaurant sur commande et pour 2 personnes minimum. Georgiana livre quelques astuces afin de pouvoir réaliser une bouillabaisse maison. Alors ça, la main, c'est pas comme ça du tout. Quand vous voulez couper, regardez-moi, regardez-moi. Non, comment il s'appelle? Alors, les doigts, comme ça. Et le couteau, il descend. D'accord? Et une fois qu'on a l'habitude, après, ça va plus vite. D'accord? Ses ateliers affichent complet. Le goût de sa bouillabaisse varie au gré de ses humeurs. Des fois, si je suis énervée, ma nourriture, elle est beaucoup plus comme ça. Si je suis amoureuse, elle est très rose, tout ça. Et si je suis triste, là, c'est de l'eau. Là, c'est des bouillons quand je suis triste. Georgiana a débuté en donnant des cours de cuisine. Mais depuis, elle a ouvert un restaurant sur le Vieux-Port et la liste d'attente pour ses ateliers s'allonge. Depuis qu'elle est habitée, Marseille est considérée comme la porte de la Méditerranée. Le port accueille des paquebots de croisière ainsi que des ferries en provenance d'Afrique du Nord. C'est une plaque tournante du commerce, légale ou illégale. Allez, Pépère, viens. Non. Ceci n'est pas un jeu, mais un exercice en vue d'une mission. Hutch, lâche-moi ça. Lâche. Le Labrador est un chien détecteur de tabac de la douane française. Pour qu'il soit efficace sur le terrain, il faut au préalable le motiver. Avec les ferries en provenance d'Afrique,
Toutes sortes de marchandises entrent illégalement sur le territoire. Mais depuis quelques années, un nouveau produit de contrebande inonde la ville de Marseille, les cigarettes. Sonia Marguet, fonctionnaire des douanes, suit le trafic maritime dans le bassin du port. Entre les porte-conteneurs et les cargos, elle cherche une cible pour la fouille aléatoire d'aujourd'hui. Ce sera le ferry en provenance de Tunisie. Les premières voitures débarqueront dans une demi-heure. D'ici là, Sonia s'occupe de son vieux chien. Ça, c'est Dino. Lui, il n'a pas compris qu'il est à la retraite. Nous, une fois que le service est terminé, on rentre tous ensemble à la maison, on part en vacances ensemble, on vit ensemble, et à la retraite, on est toujours ensemble. Durant 7 ans, Sonia et Dino, son chien détecteur d'explosifs, C'est ma famille. ont effectué plusieurs missions dangereuses. Puis la brigade cynophile de la douane s'est spécialisée dans la recherche du tabac. La contrebande de cigarettes avait atteint de telles proportions que les autorités portuaires ont dû employer les grands moyens. Elles ont fait appel à Sonia, 36 ans, tout juste sortie de l'école de police, qui a développé un 6e sens pour repérer les contrebandiers. Il n'y a pas de règle, ça peut être 3 cartouches comme ça peut être 200 cartouches. Bon là, je pense qu'on ne donnera pas 200. Ça, c'est sûr et certain. Il faut d'abord décharger les bagages pour que le chien puisse les renifler. Les valises aussi de l'autre côté. Bah déjà, on va avoir un aperçu là. Sonia et son labrador font des prises presque tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me montres, hein, s'il y a quelque chose, tu me montres. Oh, pas de bêtises, tu me montres. Ok, j'ai compris. Allez, on continue, on cherche bien. On cherche bien, pas de bêtises. Oui. D'accord, allez, je l'enlève. Super, continue, continue. Allez, on cherche bien. Hop, hop. Hutch est agité. Il a flairé quelque chose de louche. Bah, le chien, là, quand il a saisi la valise, qu'il a pris avec les pattes, ensuite avec les dents, c'est typique, c'est un marquage en fait. Moins de 10 cartouches. Un délit mineur. Donc, en l'occurrence, on devrait vous mettre une amende et garder les cigarettes. Donc pour cette fois, vous repartez avec. Par contre, la prochaine fois, ça ne passera pas. Merci. Au revoir, messieurs. Bon voyage. Voiture suivante. Allez, loulou, gratte, 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 gratte. Gratte, gratte, gratte. Allez, tu me montres. C'est de chercher, de trouver. Je crois qu'on est pareil que le chien. S'il est chasseur, moi je le suis aussi en fait. Je ne peux pas lui demander de chercher, de se donner pour chercher si moi, derrière, j'ai pas envie de démonter, j'ai pas envie de... Voilà, c'est une équipe. Hutch semble être sur une piste sérieuse. Allez, allez, tu me montres, 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 allez, 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 allez. Il doit y avoir un gros butin caché quelque part. Allez, vas-y, tu me montres pas. Le chien est passé sous la voiture. Est passé sous la voiture et il s'est retourné pour essayer d'attraper quelque chose en dessous. Donc on va vérifier. Donc c'est que forcément il y a des cigarettes et que ça diffuse par le dessous. Donc soit c'est en dessous, soit c'est dedans, mais les odeurs donnent en dessous. Monsieur, Oui. où sont vos cigarettes? Dites-le moi parce que vous avez vu, je le sais qu'il y a des cigarettes. Oui, oui. Alors vous me les sortez. Ah, d'accord, ils sont là. Voilà, Bon. allez, vous les sortez. La docilité du conducteur éveille la méfiance de Sonia. Viens là, viens ici, viens ici. Quelque chose me dit que c'est encore pas fini en fait. En Tunisie, une cartouche de cigarette coûte environ 3 €. Elle est revendue 10 fois plus cher au marché noir en France. Un commerce très lucratif. Et le problème, c'est que c'est un partenaire, ça avance, c'est quoi? Ah, voilà. Plus il y a de trafic, moins les gens vont chez les buralistes. Chez moi, les buralistes font braquer, les buralistes ferment. Et voilà, plus on va chercher des cigarettes ailleurs, et plus chez nous, ils font faillite, plus les cigarettes sont chères. Et plus à nouveau, plus les cigarettes sont chères, plus on a de trafic, etc. C'est un cercle vicieux. Hutch continue de fureter. Il y en a forcément encore. C'est bon, c'est ici. Hein. C'est où? C'est bien. Parce que j'arrêterai de chercher que lorsque, au dernier passage du chien, il ne marquera plus rien.
c'est pas la peine de passer le sien. Le conducteur capitule et montre la cachette où sont dissimulées plus de 100 cartouches. Ouais. Ah, moi, je suis très très fière de mon chien. Voilà. Ça me fait plaisir quand, voilà, ça me fait plaisir quand les gens sont étonnés qu'il y ait un chien cigarette et que ils voient ça. Ça prouve que ça marche. C'est bien. Super, super. C'est bien ça, c'est bien. L'automobiliste écopera d'une amende de plusieurs milliers d'euros. Les quartiers nord de Marseille font régulièrement les gros titres de l'actualité. Guerre des gangs, cambriolage, fusillade. La cité de la Busserine est parfois qualifiée de zone de non-droit. Ce centaure, cette créature qui n'existe pas, cette créature qui est une idée, qui est une utopie, quand il est dans la ville, il existe. Dans la vraie ville, c'est ça que je trouve magique, c'est d'apporter quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel. Voilà. Et c'est ce choc entre le réel et l'utopie. Jadis, les cirques ambulants apportaient de la magie dans les villes. L'artiste Manolo Bess perpétue la tradition avec un projet au long cours dans la banlieue de Marseille. Après des études théâtrales, Manolo a fondé la troupe du Théâtre du Centaure, qui s'implique aussi dans l'action sociale. Ça me fait plaisir de vous voir. Je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt. À bientôt. 4 fois par an, il va à la rencontre des habitants de ces tours de béton. Les habitants de la Busserine ont plus l'habitude de voir des chiens et des chats. Je sais pas, il pèse 600 kilos. Il s'appelle Silence. Et toi, comment tu t'appelles? Eham. Ouais. Bravo, super. Pour émerveiller les enfants, Manolo a aussi amené un cheval blanc très doux. Les œuvres de Manolo s'inspirent du centaure, créature mythologique mi-homme, mi-animal. Et voilà, super. Tu gardes bien les yeux fermés? Super. Est-ce que tu oserais t'allonger sur la croupe, comme si tu dormais, tranquillement? Je pense que un animal comme ça ici, dans l'urbanité, dans la deuxième ville de France, dans un quartier sensible, c'est une force naturelle, une force instinctive, quelque chose d'un peu sauvage, d'une certaine façon. L'artiste rencontre des enfants issus de milieux très pauvres, avec peu de perspectives d'avenir. Il veut leur transmettre le message que leurs rêves peuvent s'accomplir. Si tu étais un animal, si tu n'étais pas une jeune fille, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais comme animal? Un cheval. Et si lui n'était pas un cheval, s'il était un être humain, qu'est-ce que ce serait son métier? Peintre. Peintre? Peintre artiste? Super, super. Toi aussi tu aimes peindre? Super. Vers cette odeur de Kellogg's. Vers cette odeur. Adjira a 14 ans. Elle est montée à cheval pour la première fois il y a 2 ans. Manolo lui propose de faire un stage pendant les vacances dans le centre équestre de la troupe.
Et tu avais envie. Je te donne peut-être aussi, mais c'est surtout eux qui me donnent, qui me racontent des histoires. C'est des enfants que je connais depuis longtemps. Et puis je les vois grandir aussi, ils changent. Il y en a certains, ça fait 6 mois, 1 an que je les avais pas vus. Et ça me fait plaisir de les retrouver, de les voir changer. C'est un quartier très particulier ici. Oh, bonjour. Ça va bien et toi? Oui. T'as grandi, toi, Kate? Regardez ça, le quartier est mort en ce moment, là, ça fait vivre. Quand Les parents, faut que j'en passe, c'est bien. Prêt? 1, 2, 3, hop! Les visites de Manolo apportent de la vie dans ce quartier en jachère culturelle. Son projet s'adresse à des enfants de milieux défavorisés à partir de 9 ans. Le contact avec les chevaux doit avant tout stimuler leur imagination. Manolo veut les encourager à trouver leur voie. Il a eu un peu peur, mais il était super heureux, ce léopard. Alors il s'est allongé sur sa branche, sur la branche de son arbre préféré. Je pense qu'on vit une époque où on a besoin d'utopie. On a besoin de croire en quelque chose d'impossible et de le réaliser concrètement. Au sud de Marseille, le massif calcaire des Calanques s'étend sur plus de 20 km. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elles ont été le théâtre de violents combats. Un héros national, disparu dans la région en 1944, n'avait jamais été retrouvé. Jusqu'à un certain jour de septembre 1998. Jean-Claude Bianco connaît les Calanques comme sa poche. Depuis la création du parc national, la pêche y est interdite, sauf pour certains locaux. Ah ben, la mer, c'est quelque chose qui est en moi, ça fait partie de moi-même. Ça me donne du plaisir et bon, dans ma vie professionnelle, ça m'a donné quelquefois des peines, de grosses peines et quelquefois beaucoup de plaisir. Hein. Vous savez, la mer, c'est comme les femmes, c'est pareil. Hein. C'est peut-être pour ça que je l'aime aussi. Sa plus grosse prise a fait le tour du monde, mais ne lui a pas vraiment porté bonheur. Ce 7 septembre 1998 est un jour de tempête avec une mer agitée. Bianco remonte dans ses filets une gourmette en argent. J'ai vu qu'il y avait quelque chose écrit sur la plaque. Donc j'ai mouillé le doigt, j'ai frotté comme ça, et j'ai vu marqué Antoine. J'ai dit à mon second, quand j'ai vu marquer le nom Antoine sur la gourmette, j'ai dit tiens, tous les Antoine sont des cons, ils perdent tout. Et après j'ai frotté un peu plus pour savoir Antoine comment était son nom de famille. Et là, j'ai découvert Saint-Exupéry. J'ai dit qu'est-ce que c'est cette histoire, je ne comprenais plus. Bianco tient entre ses mains un indice susceptible de permettre de localiser l'appareil de l'écrivain pilote disparu. Ce qui me paraît miraculeux, c'est que dans l'immensité de la mer, qu'il y ait un petit truc comme ça qui rentre dans mon filet, c'est incroyable. On va dire, au départ, c'était parti comme un conte de fées. En 1944, l'auteur du Petit Prince est basé en Sardaigne au service des forces alliées. Pour sa dernière mission, on l'envoie longer la côte de Marseille pour photographier des positions allemandes. Il n'est jamais revenu. Il disparaît sans laisser de traces, comme son Petit Prince. L'endroit où son appareil s'est écrasé ou a été abattu est resté un mystère durant plus de 50 ans. Le pêcheur a-t-il vraiment trouvé un indice provenant de l'épave? J'avais lu dans la presse que le propriétaire de l'épave du Titanic était devenu très riche suite au tournage du film. Et moi, au bout du deuxième pastis, je commençais à faire un film moi aussi. Et je pensais, je disais, on a trouvé la gourmette, on va retrouver l'avion, on va faire un film, et je voyais des dollars tomber de partout. Bianco rêve de vendre son histoire à Hollywood. On a repêché la gourmette là-bas.
juste où il y a le petit rocher, à la pointe de l'île de Rioux. Ce petit rocher s'appelle les Impériaux, parce que ça ressemble au chapeau de l'empereur de Napoléon. Mais des experts contestent l'hypothèse selon laquelle il s'agirait du lieu du crash et mettent en doute l'authenticité de la gourmette. Ils accusent Bianco d'être un faussaire. Un plongeur qui croit à son histoire décide de retrouver l'épave. Près de l'île de Rioux, le fond de la Méditerranée est un véritable cimetière d'avions. Lors des raids aériens sur Marseille fin 1943, des centaines d'appareils se sont abîmés en mer. Au terme de 4 ans de recherche, le plongeur finit par identifier l'avion d'Antoine de Saint-Exupéry. La nouvelle se répand dans le monde entier. L'honneur de Bianco est lavé. Dans ma vie, j'ai rarement pleuré. Ça m'est arrivé quelques fois de pleurer, mais très rarement. Mais ce jour-là, quand on m'a dit qu'on avait retrouvé l'avion avec les numéros qui prouvaient que c'était bien le sien, croyez-moi que j'ai pleuré et puis ça m'a beaucoup soulagé. Soulagé, mais pas enrichi. La Cité radieuse, œuvre de l'architecte Le Corbusier, évoque un paquebot échoué. Inauguré en 1952, ce village vertical comprend 337 appartements lumineux sans arrière-cour obscure. Avec cette résidence, Le Corbusier concrétise sa vision d'une société plus heureuse tout en répondant à la crise du logement de l'après-guerre. Jacques Pillet y a emménagé lorsqu'il a pris sa retraite. Le docteur m'a dit « marchez ». On marche. Mais le plaisir du Corbusier, c'est le toit. Et je dirais que malheureusement, beaucoup de Corbusiens n'en profitent pas. C'est le toit. Parce que sur le toit, vous rencontrez toujours quelqu'un. Le toit-terrasse ressemble à une place de village conviviale. Le samedi, on s'y retrouve pour faire du sport. Les Marseillais ont surnommé cette barre de béton, violemment critiquée au début, la maison du Fada. Les appartements, conçus selon un principe modulaire, donnent sur un long couloir, appelé rue intérieure. À la porte de chaque appartement se trouve une boîte. L'homme moderne n'avait pas de temps à perdre à faire les courses. Il pouvait se faire livrer ses repas depuis la boutique de l'immeuble ou le restaurant. C'est un voisin très gentil. Bonjour. Bonjour. Explique ta version des boîtes. Ma version des boîtes. La version servait en fait a priori à mettre tout ce qui était livraison. Le passe-plat donnait directement sur la cuisine. Pour les résidents actuels, c'est une relique des années 50. Ça, c'est les anciennes boîtes à lettres, enfin pas boîtes à lettres, livraison de colis. À l'intérieur, chaque meuble de cuisine est un Le Corbusier. Tout doit rester dans son jus. C'est ce qui donne sa cote à l'immeuble pour les amateurs de design. Audrey Kolinski a transformé son appartement en galerie et reçoit des passionnés d'architecture pour un séjour test. Est-ce qu'il y a des immeubles qui étaient déjà là Non, c'était très peu construit, quoi. Oui, oui. C'était vraiment la campagne. Hein. C'était vraiment, on était à la périphérie de la ville. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'il a eu carte blanche. Cécile, étudiante, a loué l'appartement pendant 3 quarts d'heure pour s'immerger au cœur de l'œuvre. La résidence, conçue par Le Corbusier, cultive une philosophie qui lui est propre. Outre un hôtel-restaurant et un cinéma, elle abrite une bibliothèque. Les nouvelles acquisitions sont autofinancées et le lieu est géré par une association. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait un bon choix.
Très bon choix. Titan Ramazou. Très bien, je vais vous ficher. Les gens qui travaillent à l'association sont bénévoles. Il n'y a aucun salarié de l'association. Il n'y a pas de salarié. Non, non. C'est normal pour nous. C'est dans l'esprit du Corbusier aussi. Il y a quand même la gratuité, ça fait partie de l'esprit de l'immeuble. Autrefois mal aimé, cet immeuble au logement uniforme est devenu culte. Grâce à la ligne TGV Paris-Marseille, des passionnés d'art venus de la capitale donnent un second souffle au grand classique de Le Corbusier. C'est vrai que c'est devenu un peu boboland, entre guillemets. C'est devenu chic, ça ne l'a pas toujours été, c'est du béton brut, c'est très simple, hein, vous voyez, c'est des appartements qui sont assez simples, en fait, ce sont 2 grands rectangles. Les appartements font précisément 3,66 m de large et 2,26 m de haut. Ils sont conçus pour des personnes d'une taille idéale d'1,83 m. Une fonctionnalité futuriste pour les habitants des grandes villes modernes. Déjà, le lieu, par son étrangeté, par sa simplicité, sa beauté aussi, incite à un certain bien-être. Moi, je sais que mes enfants, lorsqu'elles rentrent là, elles me disent on est en sécurité. Il y a une espèce de côté très enveloppant du bâtiment. Je pense que c'est plus qu'un appartement et un bâtiment, c'est un vrai mode de vie. Donc, vous vivez Le Corbusier. Le sud de Marseille est relativement préservé. Une frontière bien nette sépare la métropole en deux. Au nord, une ceinture de misère éloignée du centre. Des cités ghettos, édifiées dans les années 60-70 pour accueillir les vagues d'immigrants venus du Maghreb, d'Afrique noire ou des Comores. La ville a relégué à la périphérie les communautés en déshérence sociale. Marseille arrive en 2e position des villes françaises en termes de pauvreté. Dans certains quartiers nord, le taux de chômage avoisine les 40%. 1, 2, 3. Pose le pied. Casse-moi le bras. L'entraîneur est surnommé Kaiser. Il a fondé un club de boxe pour les jeunes des quartiers nord. Dans la vie, pour réussir, il faut bosser. Voilà. Et il ne faut pas regarder son prochain. Il faut regarder devant et faire de l'avant. L'ancien champion de judo a sauvé beaucoup de jeunes de la rue et converti leur agressivité en ambition sportive. 1, 2, 3. Kaiser sait trouver les mots justes. Jordi, tu aurais dû venir plus tôt. Je suis pas sérieux, hein, mon ami. Je suis pas sérieux. Djibril, 12 ans, a fui la Tchétchénie avec ses parents. Il est vice-champion de France dans la catégorie mi-mouche. Il sait pourquoi il s'entraîne. C'est pour pas se faire taper dans la rue, ou bien s'entraîner, voilà, pour se défendre. Il a des parents durs, des parents qui sont très durs, et il n'a pas le choix, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il fait une erreur, je pense que papa il le massacre. Tout ce que j'ai pas eu moi, je vais lui donner. Alors je vais lui donner de l'amour, que c'est mon petit frère. Et s'il a besoin de n'importe quoi, il me demande, je lui donne, comme ça il fait pas de bêtises. Les bêtises dont parle Kaiser, ce sont les effractions, les cambriolages, le trafic de drogue. Le cercle vicieux qui guette les jeunes des quartiers déshérités. Edine Bounadja a su y échapper. Après quelques détours, il va enfin exaucer son rêve de travailler dans l'aéronautique. Il commencera bientôt des études d'ingénieur à Paris. Moi, j'étais un peu turbulent quand même. La boxe, ça m'a permis de me canaliser. La boxe, ce qui est bien, c'est que c'est une école de la vie. Je veux dire, en dehors du combat, des entraînements, ce qui nous apprend, c'est que pour réussir, il faut s'entraîner dur. C'est comme à l'école, c'est comme partout en fait. C'est ça qui est beau en fait ici. Voilà, c'est comme une grande famille. Dernier, allez. Ouais, va faire patient. Allez, tu relâches. Chez elle, Sophia est la benjamine et elle a du mal à exister. Dès qu'elle a été scolarisée, elle s'est inscrite au club de boxe. Aujourd'hui, à 12 ans, elle est championne de sa catégorie.
Par exemple, quand j'ai des contrôles, que je suis stressée, je me défoule. Quand je suis énervée contre quelqu'un, je me défoule. Quand en gros je suis stressée, je ne peux pas me retenir. Au lieu de m'énerver à quelque part, je m'énerve à mon sport. Le soir, la salle est pleine. Il n'y a pas que des novices, mais aussi des boxeurs professionnels qui ont fait leur début ici. Je tiens. Encore 1, 2, 3, 4. Ça va? En dehors de son club, Kaiser enseigne la boxe à des détenus. Kaiser a grandi dans les quartiers. Il connaît beaucoup de ces hommes depuis l'enfance. Monsieur Kaiser, Mourad, c'est un homme comme ça, hormis l'entraîneur qu'il est, c'est un homme très serviable, social, il rend service à tout le monde. Et lorsque la personne est dans la galère, ou quoi, financièrement, ou qu'il y a des problèmes, de soucis, de travail, il est toujours là pour rendre service. Il est toujours présent. Il ne dit jamais non. Action. Il y a 20 ans que Kaiser donne des cours d'autodéfense à des jeunes. C'est sa vraie vocation. Dans la vie, on se prend une claque, on se relève. On se prend une deuxième claque, on se relève. Et on se dit que si on lâche, ils ont gagné. Alors nous, notre but, c'est de ne pas lâcher pour montrer aux gens que même si on n'a pas fait des études, même si on a fait les études de la rue, on leur montre qu'on a une autre intelligence. Après la guerre, la France a fait venir de la main-d'œuvre du Maghreb et d'Afrique noire. Après la décolonisation, l'immigration s'est accélérée et les Français d'Algérie ont dû partir. Beaucoup ont débarqué à Marseille. Les Comoriens sont arrivés dans les années 80. 90% des Marseillais sont d'origine étrangère. La plupart des arrivants n'avaient pour tout bagage que de grandes espérances. Aujourd'hui, on en est à la 3e génération. Elle s'est forgée une culture made in France. L'hybridation humaine était amorcée, l'évolution est céleste, proliférée. Regarde un peu dans la rue, le nombre de couples métissés qui parlent dans la main et dansent sous le bébé. Dans les années 80, le rap américain conquiert Marseille. Il sort rapidement des cités et devient très médiatisé. Aujourd'hui, un groupe crossover comme Watcha Clan est la voix de Marseille. C'est ça les têtes d'aujourd'hui, quoi. Tu vois. C'est des têtes métissées. Donc moi, je viens de Marseille. Je suis née ici, mais je suis la seule de ma famille à être française. Mon père, il est algérien, berbère, juif berbère, et ma mère, elle est juive de Lituanie. Don't you think I could be your sister? Are you scared about crossing the border? Do you think he could Le groupe lui-même est métissé, algérien et français. La chanteuse Karine Alakoun, alias Sistaka, chante sa vision de la société. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir des visas à vie, qu'il y ait une libre circulation des gens, comme la libre circulation des marchandises ou de la monnaie. Et d'une manière générale, c'est très difficile pour les Algériens d'avoir des visas pour venir en France. Et c'est vraiment dommage parce que souvent, ils ont de la famille ici. Et puis, pour que ce mélange culturel se fasse, il y a besoin d'une libre circulation des gens. Mais là, vraiment, ça devient de plus en plus serré. Il y a un réel mur entre l'Afrique et l'Europe. C'est ça, hein. Karine et son amie Saléha se connaissent depuis la maternelle. La première est juive, l'autre musulmane. Leurs familles respectives sont arrivées d'Algérie dans les années 60. Le père de Karine s'opposait au régime colonial. Celui de Saléha était un harki, un Algérien qui servait dans l'armée française. Les blessures de la guerre d'Algérie divisent encore la société française. Les deux jeunes femmes veulent abolir les vieux antagonismes grâce à leurs chansons.
ça partait un peu de ça. Lifet Met. Je me rappelle que ma mère, elle utilisait cette phrase vraiment pour nous donner une ouverture, c'est ça, une ouverture sur l'avenir. Voilà, ce qui s'est passé est passé, c'est mort. C'est ça, sister. C'est quand même là. Si tout a opposé leurs parents dans le passé, l'immigration a mis les deux amis sur un pied d'égalité. Pour moi, j'étais arabe ou juif, à cette époque-là, il n'y avait pas de différence. Toutes mes copines, c'était comme moi, c'était la deuxième génération. Donc on était pareils, on avait les mêmes têtes, les mêmes cheveux frisés. Et tout pareil. Et je dois dire que moi, qui ai un père juif algérien et une mère juive d'Europe de l'Est, il y a plus de différence entre deux qu'entre un juif algérien et un arabe. Tu es resté muet, je tire un trait sur ce passé. Pour enfin me retrouver. La jeune génération veut laisser derrière elle les déchirements qui ont divisé les immigrants dans les années 60. La discrimination envers les Harkis, Saléha l'a vécu enfant. That's what your mama used to say. Leave that man. Leave that man. Leave that man. Leave that man. J'ai eu cette étiquette de fille de Harki dans le quartier. J'ai longtemps cherché à comprendre pourquoi mon père s'était retrouvé de ce côté-ci de l'histoire. Et c'est ce jour-là que j'ai compris qu'à 16 ans, on ne peut pas vraiment avoir une conscience politique. Je ne pense pas qu'on puisse me faire croire ça. Donc c'est le danger imminent qui a fait que la seule solution à ce moment-là pour mon père a été d'être protégé par l'armée française et de pouvoir du coup rester en vie. That's what my mama used to say. Leave that man. Je me suis tant cherché. Leave that man. Leave that man. Leave that man. Et laissez la qui. D'accord. الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه الولف كيف سهل والفراق ما قدرت عنه لي فات مات. Avec les chantiers de rénovation et d'extension du port de Marseille, des surfaces se libèrent régulièrement. Le plasticien allemand Hartmut Bosbach a ainsi élu domicile dans un ancien entrepôt. Hartmut est un original et un bricoleur. Il fabrique des objets cinétiques à usage domestique. Ils sont aussi fonctionnels que s'ils avaient été conçus par un ingénieur. Et leur côté ludique et poétique rappelle les sculptures mécaniques du Suisse Jean Tinguely. Le concept, c'est justement de faire tout ce qui est dans la vie quotidienne, c'est-à-dire de ne pas faire maintenant l'art tout simplement pour être exposé et montré. C'est plutôt que toi, en utilisant dans la vie quotidienne ces machines, que tu peux influencer ou changer ta vie à rapport des objets que moi j'ai faits. Sa cafetière musicale aurait presque pu être fabriquée en série. Il en a vendu une douzaine d'exemplaires. En tout cas, le concept est une réussite. La machine a déjà modifié ses habitudes de consommation. Disons, dans le moment que moi, style, j'utilise cette cafetière et je bois beaucoup de café, donc je suis maintenant presque, pas maintenant formé, mais si j'entends cette chanson ailleurs, automatiquement, je commence à avoir envie d'un café. Dans sa jeunesse, Hartmut a bourlingué dans le monde entier. Il y a une bonne trentaine d'années, il a jeté l'ancre à Marseille. Ici, dans la zone de transit, il a inventé sa propre façon de voyager.
Quand je suis ici, en fait, dans ces lieux, j'ai l'impression d'être vraiment sur un bateau, en permanence en voyage. C'est-à-dire quand tu ne regardes pas maintenant vers le bas, tu vois qu'à droite et à gauche la mer. Et ici, derrière, tu as vraiment la ville, tu es pratiquement aussi au centre de la ville en même temps. Il peut consacrer jusqu'à 8 mois à la conception d'un objet. À l'en croire, il s'agit d'un travail purement intellectuel. Il a le schéma dans la tête et rumine les solutions techniques le temps nécessaire pour qu'une machine soit mûre. La fabrication est la toute dernière étape. L'idée du blender lui est venue en écoutant des conférenciers qui, selon lui, n'avaient pas trop les pieds sur terre. Ça, c'est en fait l'idée des artistes et des réalisateurs et un scientifique, d'une certaine manière, je crois que c'était médecin ou chercheur. Et dans le moment que ça se met en route, on a bien vu comme en fait, il s'élève en fait, et quitte d'une certaine manière la Terre. Et beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Hartmut est électromécanicien de formation, mais il se considère avant tout comme un penseur. Avec ses appareils électroménagers comme le sèche-linge, il entend questionner la place de l'homme sur la planète. Quand la machine marche, en fait, ce globe va se gonfler par l'air. Ça va ressembler après à ce globe terrestre. Et tout l'essentiel, c'est vraiment cette petite figurine qui fait avancer la machine elle-même. Et elle avance en plus vraiment dans une espèce de tempête de neige. Et pour moi, l'idée, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu cet souvenir des voyages que tu peux avoir comme ça. Lorsque Marseille est devenue capitale européenne de la culture en 2013, les photos de ce bâtiment ont fait le tour du monde. Le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, est le nouvel emblème de la ville. Il replace Marseille au cœur du bassin méditerranéen et fait dialoguer l'Orient et l'Occident. C'est un musée vivant qui documente la constante évolution des cultures méditerranéennes. Le théâtre du Centaure s'est installé à 10 km du centre-ville. Camille Gall, la compagne de Manolo, est issue d'une famille d'éleveurs de chevaux. Depuis près de 25 ans, il partage ce site pas très grand avec une dizaine d'étalons frisons et autres. Le plus précieux dans une relation, c'est le temps qu'on a passé l'un avec l'autre, l'un pour l'autre. Et Graal, on l'a eu, il avait à peine 6 mois. Et maintenant, il a 22 ans. Donc c'est vraiment 22 ans de vie commune, passés l'un à côté de l'autre. Leurs créations mettent en scène les liens forts qui les unissent aux chevaux. Le but, encourager les spectateurs à croire en leur propre force. Une force tranquille, évidente, simple, qui est compréhensible par tous, par les plus petits, par les anciens, mais aussi par les businessmen. Les centaures veulent désormais exporter leurs créations à travers le monde. Après une tournée à Singapour, ils se produiront à Central Park, à New York. Le théâtre du Centaure continue d'investir l'espace urbain avec ses chevaux. Leur passage dans les principales artères de la ville fait toujours sensation. En ville, dans des espaces comme ça, c'est qu'il y a un petit décalage, comme s'il y avait quelque chose qui se craque ou qui s'ouvre dans le béton ou dans l'urbanité.
Et ce qui se passe dans les yeux des gens, c'est très jubilatoire pour moi. Enfin, il y a plein de plaisir, il y a de la joie dans leurs yeux, donc ça me fait plaisir. La plus grande ville portuaire de France a connu des transformations aussi rapides que radicales qui lui ont permis de réaffirmer son identité, celle d'une métropole qui se renouvelle en permanence.